concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 5 septembre 2019 et dont voici les titres. 3 individus de la commune Bugendana en province Gitega sont sous les verrous, accusés de collaborer avec un frondeur du parti au pouvoir, l'ancien deuxième vice-président de la République, Gervais Rufyikiri. La prévalence du paludisme va décrescendo actuellement au Burundi, indique le réseau des systèmes d'alerte précoce de la famine, FuseNet en sigle. Enfin, persistance d'une peur panique au sein des réfugiés burundais en Tanzanie suite au programme de rapatriement forcé. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Janvier Nazwe, à la cabine de son Lucie Cavera et ingénieur Égide Mwemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. 2 corps sans vie ont été repêchés dans le lac Tanganyika au niveau de la zone Gatete en commune et province Rumongue. Nos sources parmi certains habitants de la zone Gatete indiquent que ces personnes ont été blessées par un hippopotame ce mercredi. Ces 2 victimes ont été identifiées. Il s'agit du nommé Jean Bosco Wagwizuruvugo, natif de la zone Minago, et Égide Kabura de la zone Gatete. Leur enterrement a eu lieu sous la supervision de la police de la protection civile. L'ancien administrateur de la commune Bugendana en province Gitega et 2 agents du service national de renseignement dans cette commune ont été arrêtés par la police présidentielle le soir de ce mercredi. Ils sont accusés de collaborer avec l'ex-deuxième vice-président de la République en la personne de Gervais Rufyikiri, aujourd'hui un opposant politique au régime de Pierre Nkurunziza. Hervé Niyuhire pour plus de détails. C'est vers 20h30 que l'ex-administrateur de la commune Bugendana, Josias Mbozenakamwe, ainsi que 2 agents du service national de l'enseignement, Louis Semounia et Désiré Semounia, ont été arrêtés par la police présidentielle à leur domicile. Tous les 3 ont été accusés de collaborer avec Gervais Rufyikiri, ex-deuxième vice-président de la République, dans l'entreprise de détruire le parti CNDD-FDD, comme l'indique un de leurs voisins. Semounia Louis et Semounia Désiré, 2 frères ressortissants de Bugendana, et Mvuzekamu Josias, ex-administrateur de la commune Bugendana, ont été arrêtés hier soir vers 21h par les agents de la documentation. Ils ont été acheminés vers Gitega, où ils sont pour le moment détenus. Semounia Désiré et Mvuzekamu Josias sont accusés d'avoir collaboré avec l'ex-vice-président Gervais Rufyikiri. Ils sont également accusés d'appartenir au groupe de frondeurs qui s'opposent à la volonté gouvernementale. Pour le moment, c'est la substitution qui règne au sein des membres du parti CNDD-FDD de la commune Bugendana et de l'humeur cool selon lesquelles d'autres arrestations seraient en vie. Ces derniers temps, l'atmosphère est tendue au sein des membres du parti CNDD-FDD à Bugendana. Certains d'entre eux pensent qu'ils vont subir un interrogatoire. D'autres sont déjà détenus à Gitega. La situation se présente ainsi à Bugendana depuis l'arrestation d'hier. Nous avons essayé de joindre le responsable de service secret à Gitega, mais sans succès. Merci à Hervé Niyuhire pour ce reportage. Page justice à présent. La Cour suprême du Burundi vient d'émettre une citation à comparaître à l'endroit de l'ancien président du parti UPRONA, Charles Mukasi, aujourd'hui en exil. Il lui est notifié qu'il est impliqué dans le dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. La date de comparution étant fixée pour le 8 octobre 2019, Charles Mukasi rejette catégoriquement la citation qu'il qualifie d'illégale et non fondée. Pour lui, la mesure est plutôt dictée par d'autres mobiles politiques. Suivez Charles Mukasi. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du domaine du droit, donc je ne peux pas vous dire, analyser techniquement si ceci est acceptable, conforme au droit, conforme à ceci. Mais politiquement, médiatiquement, là c'est mon domaine, je peux vous dire que ce que j'observe, nous sommes absolument très loin du domaine juridique, nous sommes très loin. C'est de la propagande, mais alors de la basse propagande, tout simplement.
Deuxièmement, en tant qu'observateur politique, observateur médiatique, je peux vous dire une chose, c'est du domaine du connu. Les gens qui se sont rendus à Arusha pour partager le pouvoir, ils l'ont fait en tant que... C'est eux-mêmes qui le disent, c'est écrit partout. Ils voulaient se pardonner, partager le pouvoir pour se pardonner des crimes qui ont été commis. Est-ce que j'étais là? Ces crimes sont lesquels? C'est l'assassinat du président de Baye, c'est le génocide commis contre les Tutsis et les citoyens burundais. Écoutez, j'ai toujours réclamé une instance internationale à défaut de pouvoir organiser un procès juste et équitable au niveau du Burundi. Pour quelle raison? Pour que plus personne au Burundi ne soit accusé de crimes qu'il n'a jamais commis. Vous ne pouvez pas aller éventrer des femmes ou aller dans une école massacrer des jeunes gens, massacrer des paysans, des citoyens innocents, en disant le président et ses collaborateurs ont été assassinés sans dire qui. Alors, en tant que politicien, en tant que président de l'IPRONA, j'aimerais savoir qui a été à la base du massacre de mes compatriotes. En tant que simple citoyen, j'aimerais savoir qui a donné ce prétexte-là. Ce n'est certainement pas moi. Deuxièmement, que personne ne puisse se prévaloir de commettre un génocide en disant il y a eu un assassinat ici ou cela. Mais dans une salle à Arusha ou quelque part ailleurs dans le monde, des gens se sont toujours réunis, ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas moi, ils le disent eux-mêmes qu'ils se sont réunis entre les représentants des assassins de Mbaye et les représentants des génocidaires pour partager le pouvoir. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Donc, c'est pour vous dire qu'on devrait plutôt chercher ailleurs et non de mon côté. Mais cela, nous en avons l'habitude, ça ne nous perturbe pas outre mesure. Nous les observons et ils seront jugés à leurs actes. Je ne suis pas le seul à les observer. Je ne sais pas si notre insatisfaction fera leur fierté, mais je crois qu'ils devraient un peu faire attention. Le monde les observe. C'est plus leur honneur qui est en jeu et non la mienne. À Charles Mukassi de préciser qu'il s'agit d'une spéculation en rapport avec une note diplomatique que Bujumbura avait récemment formulée auprès du gouvernement canadien pour demander l'extradition de 3 Burundais qui sont Charles Mukassi, Vincent Niyungeko et Alfred Nkurunziza. Encore une fois, suivez Charles Mukassi. C'est une spéculation. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un lien, mais je pense qu'il y en a un et que probablement là expliquerait l'autre. Mais je ne suis pas dans les cercles du pouvoir burundais. Je ne sais pas comment ils l'ont conçu. Je sais qu'il y a des lobbies ici qui travaillent avec le gouvernement du Burundi pour concevoir quelque chose afin de pouvoir ébranler les décideurs de l'immigration Canada. Mais ceci, encore une fois, c'est de la spéculation. Laissons les choses se faire, gardons la tête froide et travaillons utilement, pas seulement pour Charles Mukassi, mais pour d'autres aussi, parce que ce sont des décisions qui feront date certainement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de comparaître, non pas auprès du gouvernement du Burundi pour le moment, mais auprès des institutions du Canada. Ce qui est certain, je ne suis pas sûr que la procédure sera épuisée d'ici le mois d'octobre. Je ne pense pas. Je crois qu'il faut chercher plus. Dans ce que vous dites, est-ce qu'ils veulent interférer au niveau de nos dossiers d'immigration? Je pense que c'est plus à ce niveau qu'au niveau de dire le droit, de rendre justice. C'était Charles Mukassi, ancien président du parti UPRONA. Toujours pas justice. Certains députés accusent la justice burundaise de prendre à la légère les violences sexuelles et sexistes. Dans la séance des questions orales de ce mercredi, la ministre de la Justice a également eu à répondre aux questions relatives à la polygamie. Émile Nibasumba. La répression de la polygamie n'est pas bien organisée, selon le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda. On empêche l'homme de prendre une seconde femme ou bien on oblige l'homme qui est déjà polygame de choisir une seule femme. Je me demande alors, si vous n'avez pas encore préparé des textes d'application qui accompagnent cette loi. Parce que dans la plupart des cas, l'homme choisit de vivre avec la seconde femme avec laquelle il a eu un enfant et abandonne la première femme qui a 5 enfants. À vrai dire, nous qui sommes censés être des rédacteurs des lois, quel est notre rapport à cette femme? Quel sera le sort de ces enfants? La question a été répondue par la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana. C'était au cours d'une séance de questions orales de ce mercredi.
Si vous ne vous êtes pas marié légalement, même si vous vivez avec un homme pendant 100 ans, ce n'est pas votre mari légal. Pour les enfants, il n'y a pas de problème. Il les reconnaît, il les a fait enregistrer. Alors, pour l'ancienne femme qui n'a pas eu la chance d'être reconnue légalement, la loi n'est pas claire. Mais, à mon avis, cette femme ne peut pas être abandonnée comme ça sans rien obtenir. On peut par exemple utiliser le code civil et départager les deux personnes qui se séparent si la femme arrive à prouver que c'était des biens qu'ils avaient cherchés ensemble. Au palais des congrès de Kigobe, un député a également dénoncé le comportement de certains magistrats qui privilégient l'impunité au profit des auteurs de violences sexuelles et sexistes. La ministre Aimée Laurentine Kanyana a également réagi à cette problématique. Ces grognes sont partout comme quoi les auteurs des violences sexuelles et celles basées sur le genre ne sont pas punis. Il faut dénoncer ces procureurs et juges qui violent la loi pour qu'ils soient sanctionnés. Ces jours-ci, il y en a qui se portent volontaires pour réconcilier les deux parties. Parfois, c'est lié au pot de vin ou bien lié à l'ignorance des parents. Nous, les autorités, sommes appelés à protéger ces victimes pour que dans notre pays règne la paix et la sécurité. Au cours de la session des questions orales, les députés ont également évoqué l'intolérance politique qui s'observe actuellement dans le pays. Le président du parti CNL, qui est également premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dénoncé le fait que ces militants sont malmenés et détenus alors que les auteurs des violences demeurent intouchables. Merci à Émile Nivasumba. Une courte pause, puis on aborde la page santé. La prévalence du paludisme au Burundi perd petit à petit de l'ampleur. Selon le rapport du réseau des systèmes d'alerte précoce de la famine, FuseNet, au cours de la première semaine du mois d'août, il a été enregistré une diminution de 24% du nombre de cas de paludisme par rapport au nombre de cas déclarés la semaine précédente. Cette diminution traduit l'impact d'une réponse coordonnée à la flambée de cette maladie. Le contenu du rapport avec Innocent Valentin Singilang. Dans son rapport du 31 août 2019, le réseau des systèmes d'alerte précoce de la famine, FuseNet, trouve que le paludisme, qui avait connu une montée inquiétante dès le mois de mai pour atteindre son point culminant au mois de juin, commence à décliner de semaine en semaine. Le rapport de FuseNet donne 112 000 cas de malaria comme un chiffre le plus actualisé. Des cas recensés au cours de la 32e semaine de l'année, la semaine qui s'est terminée le 11 août. Selon ce rapport, ce chiffre correspond à une diminution de 24% par rapport aux semaines précédentes. Cependant, ce chiffre reste 2 fois supérieur à celui de la 32e semaine de l'an passé. Pour FuseNet, cela a été possible grâce à une réponse coordonnée du ministère de la Santé et ses partenaires. Pour le moment, les deux parties s'occupent de la distribution des moustiquaires et de l'implantation des cliniques mobiles. La communauté internationale joue un rôle important dans la distribution des médicaments, indique le rapport, étant donné que les taux d'incidence de seuil d'épidémie et que des mesures d'intervention et de prévention ont été mises en place. FuseNet estime que l'impact de la maladie ne devrait pas entraîner une détérioration des résultats en matière de sécurité alimentaire. Merci à Innocent Valentin Singirangavo. L'approvisionnement en engrais chimiques est devenu un casse-tête pour les agriculteurs des provinces de l'ouest du pays. En province Chibitoke, les prix de l'engrais ont sensiblement augmenté. Par fraude, un sac de 25 kg de DAP coûte 40 000 francs burundais, alors que normalement il s'achetait à 34 000 francs burundais. Il en est de même pour les autres intrants agricoles. N'est-ce pas, Marie-Ange Ilakote? Dans ces provinces de l'Ouest, à savoir Bubanza, Bujumbura et Chibitoke, les cultivateurs affirment que le prix a augmenté avec la carence de l'engrais chimique. Par exemple, à Chibitoke, les commerçants fraudeurs profitent en revoyant à la hausse le prix d'un sac de cet intrant agricole, comme l'indique cet agriculteur de l'une des communes de Chibitoke. Lorsque
Lorsqu'on va à ces endroits, on constate que les prix sont exorbitants. C'est-à-dire qu'un sac de 25 kilos de l'engrais qu'on appelle DAP, aujourd'hui coûte 40 000. Un sac de 25 kilos de l'engrais qu'on appelle IRE coûte 38 000. Donc, comme cet engrais vraiment est très cher, alors que la population aujourd'hui se trouve dans une situation précaire, et dans cette région ouest, la récolte sera insuffisante. Dans cette partie de l'ouest du Burundi, seuls les riziculteurs réunis dans des coopératives encadrées par la SRDI, Société régionale de développement de Limbo, pourront avoir de l'engrais chimique, selon un agriculteur de la province de Bubanza. Nous donnons aussi des avances pour ces intrants, ces engrais minéraux. Il y a des engrais minéraux qui sont disponibles, mais qui sont pour les riziculteurs encadrés par la SRDI. Les autres agriculteurs qui ne font pas l'agriculture n'ont pas les engrais minéraux. Ce manque de l'engrais se fait sentir aussi dans la province de Bujumbura ainsi que dans toute la plaine de Limbo, selon nos sources. De l'agriculture, passons à l'environnement. La population de la zone Bwiza, mairie de Bujumbura, demande le curage du caniveau se trouvant à la 9e avenue. Cette population craint des inondations qui risquent d'emporter les maisons durant cette saison pluvieuse. C'est un reportage signé Rachel Kagissi. Ce caniveau collecteur sépare les zones Bwiza et Nyakabiga en mairie de Bujumbura. Du côté de la zone Bwiza, ce caniveau passe derrière la 9e avenue et du côté de la zone Nyakabiga, il se situe dans le quartier Kirwat. Depuis le début de la saison de pluie, les habitants de la 9e avenue de la zone Bwiza passent des nuits blanches. Nous passons la nuit blanche craignant que nos maisons ne soient emportées par la pluie. Les membres de l'association des natifs de Bwiza en Abou ont essayé de les protéger, mais ils n'ont pas de moyens. Les agents de CETEMU ont seulement débouché ce caniveau du côté de l'église Mokiza Mweranda, mais le sable a bouché encore une fois ce caniveau. Pour le moment, ce caniveau est plein d'immondices. Ils demandent aux administratifs en mairie de Bujumbura de tout faire pour curer ce caniveau. L'eau stagne dans ce caniveau et quand la pluie tombe, l'eau déborde au niveau des 5e, 6e, 7e et 8e avenues pour se déverser à la station-service Bayoussouf et à la station-service Kingstar. Nous n'avons pas de moyens. Nous demandons à la mairie de Bujumbura d'intervenir pour que nos maisons ne soient pas emportées cette année. Nous avons essayé de joindre par téléphone Salvatore Mudogi, chef de zone Bwiza, mais il n'a pas décroché. Lancement officiel ce 5 septembre des activités de 3 jours de célébration du 25e anniversaire de la Maison Shalom. Lors de l'ouverture des cérémonies, Marguerite Balanghite, fondatrice de la Maison Shalom, a fait savoir que cette organisation continue à œuvrer surtout en appuyant les réfugiés à travers des travaux de développement. Suivez plutôt Marguerite Balanghite, fondatrice de la Maison Shalom. D'abord, il faut savoir que la Maison Shalom, ce ne sont pas ses infrastructures, c'est un message d'amour. La Maison Shalom est née au milieu des atrocités pour allumer la lumière du pardon, la lumière de la réconciliation, la lumière de la dignité. Et ce qui m'a poussé à construire l'hôpital, à construire les écoles, à construire la microfinance, c'était autour de ce thème, comment je pourrais redonner la dignité à mes frères et sœurs burundais. Mon rêve a été toujours de fermer la Maison Shalom. La Maison Shalom, bien que je suis en train de célébrer la victoire de l'amour sur la haine, la Maison Shalom accuse les politiciens burundais. La Maison Shalom est là comme signe qu'il y a eu la guerre, qu'il y a eu la maladie, qu'il y a eu la pauvreté, qu'il y a eu l'ignorance. Donc mon rêve, c'est de pouvoir faire des actes, des actions de développement, mais pas humanitaire des réfugiés. Cela étant dit, maintenant, on n'a plus besoin de moi. La relève est assurée. Je l'ai bien dit à la télévision française que c'est inadmissible. Le jour où on va les refouler, il faudrait qu'à Genève, les Burundais se lèvent et aillent manifester parce que c'est un crime contre l'humanité. Et Magufuli est en train de jouer avec le feu. L'histoire va le juger. Collaborer avec un régime fasciste comme le régime de Nkurunziza, demain, ce sera comme ceux qui ont collaboré avec Hitler.
Et c'est ça, il n'y a pas d'autre, il faut pas mâcher les mots. C'est un crime contre l'humanité. C'était Marguerite Valangité, fondatrice de la maison Shalom. Les réfugiés burundais des camps de réfugiés en Tanzanie craignent un rapatriement forcé. Ces réfugiés ne peuvent pas entreprendre, arguant qu'ils sont dans un dilemme. Entre-temps, le rapatriement volontaire continue malgré quelques irrégularités. Vicky Chris Ninheletse nous en dit plus. Après l'annonce d'un rapatriement forcé des réfugiés burundais en Tanzanie, prévu au début d'octobre, certains réfugiés ont arrêté toutes leurs activités. Les réfugiés qui vivent dans les camps d'Onduta, Mutendeli et Nyarugusu font savoir qu'ils n'entreprennent plus dans l'attente de la date butoir. Au camp, il y a quelques activités qui ne sont plus fonctionnelles. Il y avait des espaces vides où on cultivait. Surtout en cette période, nous étions en train de préparer les champs de culture. Les vendeurs ne s'approvisionnent plus en marchandises. Tout le monde attend le ressort du 1er octobre. Entre-temps, le rapatriement volontaire continue. Aujourd'hui, certains réfugiés du camp de Nyarugusu sont rentrés. Néanmoins, ils dénoncent quelques irrégularités car les responsables du camp ont forcé certains réfugiés à rentrer alors qu'ils ne s'étaient pas portés volontaires. Vous pouvez être 5 dans une famille. Si 2 parmi vous veulent se rapatrier volontairement, avant, ces 2 partaient et étaient effacés sur le statut des réfugiés et les 3 restaient au camp. Mais tout a changé. Aujourd'hui, tout le monde se trouvant sur un même statut doit rentrer. Ces réfugiés continuent à demander de ne pas être rapatriés de force car selon eux, il n'y a pas de sécurité au Burundi. Merci à Vicky Chris Ninheletse pour ce reportage. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 5 septembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Lucie Kabela et à ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.